Hello, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, tiens, je vais décaler un peu ma webcam. Voilà. J'espère que vous allez bien. En ce lundi 6 novembre, on est déjà au mois de novembre. C'est presque l'hiver, les amis, c'est presque l'hiver. Et c'est même bientôt Noël. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé, là, ils sont en train de nous ressortir 2 mois avant Noël tous les téléfilms de Noël. C'est un peu déprimant. Bienvenue. Bienvenue René, bienvenue Manon, salut Stéphane, salut Laurent, salut FX, salut le bidouilleur, salut Hardware, salut le Viking. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez bien de votre début de semaine. Salut Sylvain. Euh, J'imagine que celles et ceux qui étaient en vacances, vous avez probablement repris le travail. Ouais. J'espère que c'est pas trop dur pour vous. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commencer cette semaine doucement, tranquillement, mais sûrement. Quoi vous redire d'autre? Ouais, Laurent, tu dis, ouais, Maria Carré est déjà on the fire, ouais, ça c'est clair. On va repartir pour 2 mois de chansons de Noël et de téléfilms de Noël. Je trouve ça super déprimant. Enfin bon. Alors, donc, pour info, donc, il y a l'ami Thierry qui stream aujourd'hui, cette fois-ci, puisque la semaine dernière, il n'avait pas streamé. Il avait passé son tour. Et donc, l'ami Thierry, Titi Moby, va streamer tout à l'heure à 13 h. Donc, je vais essayer de ne pas déborder. Une fois n'est pas coutume. Mais bon, voilà. Mais sinon, bah, je ne devrais pas déborder. J'ai pas tant de choses que ça à vous raconter aujourd'hui. Que vous racontez d'autre? Le petit instant ciné, tiens. Hier soir, on a regardé un film avec ma compagne. C'est un film avec Virginie Efira. Alors attendez, je me souviens même plus du nom du film. C'était L'amour et les forêts. C'était plutôt pas mal, un film français dramatique, voilà, plutôt. Mais vraiment très très bien joué, je vous le conseille. C'est un très bon film, on l'a pris en VOD. C'était plutôt pas mal. Voilà. J'aime beaucoup Virginie Efira comme actrice, je trouve qu'elle joue très très bien, notamment dans les rôles dramatiques, mais aussi parfois dans les rôles un peu plus comiques. Voilà, c'était un très très bon film sur une femme qui rencontre son futur mari, qui se révèle finalement être une sorte un peu possessif, pervers narcissique. Et donc, c'est un petit peu toute cette histoire qui est racontée. Donc c'est pas un film très très joyeux, donc ne regardez pas le film si vous êtes un peu déprimé. Mais le film est très très bien tourné, très bien réalisé, l'histoire est bien prenante, donc je vous conseille de le voir. Il était sorti il y a quelques mois au cinéma, donc c'est pas mal du tout. Et sinon, que dire d'autre? Eh bien, dans les petites news de la semaine, fin de la semaine, je vais à Bordeaux pour BDXIO. Donc, je vais retrouver mon co-speaker Romain Berton. On va redonner le talk sur l'AGC, l'ordinateur des missions Apollo. J'ai regardé ce matin si la vidéo qui avait été faite, si la captation avait été faite à DevFest Nantes est en ligne. Elle ne l'est toujours pas, mais ça ne devrait pas tarder. Salut Sandro, bienvenue sur le live. Sandro qui postait il y a quelques minutes sur Twitter, qui disait je suis parti préparer à bouffer et ramasser le linge et ensuite je vais sur le live. Bah écoute, ça va, t'as été vite. Ouais, donc effectivement, Stéphane, ouais, on va se retrouver là-bas, on va se retrouver avec pas mal de personnes. Je pense qu'on va passer un bon moment à BDXIO, et sachant que la semaine d'après, donc la semaine prochaine, le 16 novembre, donc on sera à DevFest Toulouse. Cette fois-ci, on va aller vers le sud, hein. DevFest Toulouse, donc pour redonner ce talk, mais cette fois-ci en keynote. Et donc ça, comme je l'avais déjà dit, donner ce talk sur l'espace en keynote dans la Cité française de l'espace, c'est quand même super cool. Voilà. Alors, par rapport à ça, je retweeterai tout à l'heure, mais j'ai vu passer pas un tweet, je crois que c'était sur Blue Sky. J'ai vu passer un thread justement sur l'AGC qui est en train de se construire. Donc, je vous le posterai tout à l'heure. Ça avait l'air d'être pas mal. Voilà. Le Delfest, les développeurs elfiques. Oui, c'est possible, Manon, ouais. Le Delfest, peut-être que je prononce mal. Ma fangue a lourché, comme on dit, peut-être. Voilà. Donc on va se retrouver, donc, pour celles et ceux qui seront à Bordeaux, on va se retrouver en fin de semaine. Ça va être cool. Donc à Bordeaux, ça dure une seule journée. C'est vendredi.
Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir, à voir notre talk si ça vous intéresse, et puis à venir tailler une petite bavette, ce sera toujours un grand plaisir. Bah, on va commencer tranquillement par les petites news de la semaine, hein, comme d'habitude. Eh ben, je vais vous partager mon petit écran. Les petites news de la semaine. Alors, vous savez que d'habitude, je commence toujours par la news sur le noyau Linux avec les release candidates, la version finale, etc. Donc, rappelez-vous que la version 6.6 finale est sortie la semaine dernière et que la fenêtre d'intégration pour la version 6.7 commence juste. Donc, il n'y a pas eu de 6.7 RC1 encore cette semaine, puisqu'il va falloir attendre encore quelques jours avant que les premières release candidates arrivent. Mais on peut d'ores et déjà dire un petit peu, je vais vous partager mon écran, je vais me référer un petit peu sur tout ce qu'a écrit Phoronix sur le sujet. Vous le savez, Phoronix est aussi une source d'informations inestimable sur tout ce qui touche au logiciel, à Linux, à l'open source. Donc je vais souvent voir un petit peu ce qui sort dessus. Et Michael Larabel, qui est le créateur de Phoronix, l'alimente de façon régulière, plusieurs fois par jour. Donc on trouve toujours pas mal d'informations, et notamment sur le noyau Linux. Et donc il y a des benchmarks qui sont faits sur BKHFS, dont on avait déjà parlé, puisque BKHFS est intégré enfin au noyau. Donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu les différents tests, les benchmarks qui en sont faits. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de choses à aller voir. Rappelons que BKHFS, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait mature pour être intégré directement aux distributions, mais c'est un file system à suivre qui n'est pas tout récent, ça fait quelques années qu'il est en développement. Le fait qu'il vienne de rejoindre le noyau est quand même un bon signal, parce que ça veut dire que tout le monde considère qu'il est à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir être intégré au noyau. Et je pense que les leçons de ButterFS ont été peut-être retenues, c'est-à-dire que ButterFS avait été intégré très très tôt dans le noyau, mais il a mis très 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 longtemps à devenir mature, si on peut considérer qu'il est mature aujourd'hui, en tout cas sur certains usages. N'utilisez pas ButterFS sur certains niveaux de RAID, notamment de RAID logiciel, parce que là vous pourriez perdre des datas. Donc sinon, il y a pas mal de choses dans le noyau 6.7 à venir. Alors, amélioration sur le pilote nouveau. Nouveau, je le rappelle, c'est le pilote open source pour piloter les cartes NVIDIA. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc nouveau n'est plus un pilote très nouveau, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il est en développement. Et je rappelle que le pilote nouveau n'a pas du tout été aidé par NVIDIA depuis ses débuts. Beaucoup de choses ont été faites par reverse engineering, et donc avoir aujourd'hui un pilote globalement utilisable quotidiennement uniquement par reverse engineering, c'est quand même plutôt cool. C'est un peu le même problématique qu'il y a aujourd'hui pour Asahi Linux, qui est la version donc de Linux, et donc qui est portée sur l'architecture M d'Apple, donc M1 et M2, où tous les pilotes, quasiment tous les pilotes sont développés par reverse engineering, que ce soit la partie GPU, la partie réseau et tout ça. Donc encore une fois, c'est un appel du cœur. Les constructeurs, si vous pouviez donner vos spécifications et arrêter de faire comme si on allait voler votre propriété intellectuelle, de toute façon, ça ne fait que reculer l'inévitable. De toute façon, il y a toujours des gens qui arriveront à faire du reverse engineering pour faire en sorte que ça marche. La preuve en est, hein, c'est que le pilote nouveau, aujourd'hui, il est déployé partout. Alors, pour faire du jeu, c'est pas encore au niveau du pilote propriétaire d'NVIDIA, mais pour une utilisation quotidienne, on n'a pas besoin du pilote, NVIDIA, quoi. Voilà, donc Manon, toi tu dis, tu attends la version mineure 6, ah ouais, pour avoir le noyau Linux 6.6.6. Bah oui, évidemment. On attend. Bah tiens, d'ailleurs, vous savez que je donne des cours en école d'ingénieur, notamment à CY Tech, et je vais donner première session de cours de cette année, donc 2023-2024, le 20 novembre. Et donc dans les cours que je donne, je parle de l'architecture de Linux, du noyau Linux, de comment on développe un appel système, et je leur apprends aussi à compiler leur propre noyau, et de comment tester son propre noyau en créant une machine virtuelle
mais pas juste avec une ISO, c'est-à-dire en débootstrappant une Debian depuis zéro. Donc on crée des disques virtuels, on fait du débootstrap, ce genre de choses, et on compile notre propre noyau. Et donc hier soir, j'ai récupéré le noyau 6.0 que j'ai compilé donc, dans une VM, dans un de mes Proxmox. Et donc ça a compilé sans aucun warning, pour ainsi dire. Et j'ai même trouvé que les temps de compilation, proportionnellement parlant par rapport aux versions 5 et 5X, étaient plus bas qu'avant. Je pense qu'il y a eu un petit amélioration qui a été apportée. Et donc ça compile un poil plus vite. Bon, en tout cas, sur mon laptop, ça met toujours 1h15, 1h20 à compiler, parce que les laptops, même si c'est du Core i7, c'est du Core i7 mobile, donc ça met un petit peu de temps, puis mon laptop est plus de première fraîcheur. Mais si on part d'un fichier de config taillé pour des machines virtuelles, par exemple, si vous prenez le config comment ça s'appelle, du Linux Image Cloud qui est fourni par Debian, sur une machine avec 8 cœurs, ça se compile en une vingtaine de minutes à peu près. Voilà. Ouais, Stéphane, effectivement, mes élèves, ils transpirent un peu pendant mes cours, parce que les cours que je donne, donc là, on descend vraiment dans l'architecture du noyau, comment il est organisé, comment ça fonctionne, on développe un appel système, on compile notre propre noyau, on ajoute notre propre appel système à notre propre noyau, on crée une machine virtuelle en débootstrappant une Debian donc de zéro. Enfin, ils apprennent vraiment ce que c'est que le bas niveau, et comment construire finalement une forme de leur propre distribution de base sous Debian. Et sur les autres sujets que j'aborde, on fait de la compilation, on fait, je lis en même temps le chat, on fait de la programmation, on fait du Bash, on fait du C, on fait du C++, on fait de la programmation réseau, client, du serveur, on joue avec les règles de firewall, avec iptables, on fait un peu de système, en fait, on fait tout. Donc il y a à peu près entre 28 et 32 heures de cours en tout. Et donc ça transpire un peu. Ouais, ça faut avouer. Je pense que c'est de loin le cours le plus technique qu'ils ont. C'est DM2 pourtant, mais c'est de loin le cours le plus technique qu'ils ont dans leur cursus scolaire. Et je vous l'avais déjà dit, c'est un cursus avec une option informatique embarquée. Donc c'est important pour eux, en tout cas pour celles et ceux qui vont continuer, de savoir compiler un noyau, parce qu'un jour ils seront confrontés à ça, évidemment. Voilà. TP compilation Firefox, bon on revient demain, ouais c'est clair, mais c'est pareil hein, pour Chrome, hein, ça met des plombes là, il faut avoir des machines avec beaucoup de RAM et beaucoup de cœur, parce que sinon on y passe des plombes. Voilà, donc pour le noyau Linux 6.7, bon, allez voir de toute façon, comme d'habitude, je vous partagerai les liens sur le replay. Allez voir sur la page où c'est tagué Linux 6.7 sur Phoronix, il y a toujours pas mal de choses qui sont mises dedans, donc des nouveautés, des évolutions. Je pense que la version 6.7 du noyau va être un très très bon cru. Rappelons donc la déprécation et le retrait complet du support de Litanium à partir du 6.7, me semble-t-il. Et enfin, voilà. Donc il y a pas mal de choses sympas à venir, et je vous en parlerai lors de la première release candidate, la RC1 du 6.7, qui doit arriver d'ici quelques jours. Si on reste un petit peu dans Linux, mais cette fois-ci niveau distribution, on peut noter la sortie de LXQt 1.4. Je vous avais déjà parlé de LXQt, qui est une distribution très légère, donc très très adapté à des machines qui sont peu performantes ou avec peu de mémoire, donc des machines potentiellement un peu anciennes. Donc LXQt 1.4 est disponible, et ça c'est quand même plutôt cool. C'est une version qui est basée sur la dernière LTS de Qt 5. Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées au niveau de la gestion des menus. Le file manager et sa bibliothèque qui va avec ont été un petit peu refactorés et améliorés. Le terminal qui a aussi été amélioré. Je vous lis un petit peu là ce que vous avez sous l'écran. Je vais peut-être zoomer un peu pour celles et ceux qui sont sur mobile. Il y a pas mal de choses. La gestion de session, il y a des petits problèmes. Il y avait des petits problèmes avec la gestion de session et avec l'intégration avec Debus qui ont été corrigés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Puis bon, pas mal de petites choses. Je vous passe un petit peu les détails. Vous irez voir. Voilà. Donc c'est une distribution que vous pouvez utiliser assez facilement. Je me demande même si j'avais pas fait une installation dans une VM une fois en live, c'est possible, je me souviens plus trop. Donc si vous avez des machines un peu anciennes ou des machines sur lesquelles vous voulez vraiment avoir un bureau léger mais complètement opérationnel et efficace, LXQt c'est quand même
C'est une bonne alternative aux distributions habituelles que sont les Ubuntu, les Debian, les Mint, les CentOS et whatever. Donc, n'hésitez pas à aller voir du côté de l'Execute. Vous pourriez, ça pourrait vous retirer une petite épine du pied si vous avez un peu des vieilles machines à recycler. Alors en plus, si c'est sur des machines modernes avec plein de cœur et plein de mémoire, ça dépote. Bon, après, c'est un bureau light, hein, on va pas se mentir. Si on regarde un petit peu les screenshots, pour rappel, c'est un bureau qui est relativement light, hein, qui se rapproche finalement énormément de Mate que j'utilise sur ma Linux Mint. Mais au moins, ça permet de se concentrer, d'avoir comment je dirais, une ergonomie assez traditionnelle du bureau, avec un menu démarrer, vos applications habituelles, etc. Et d'être concentré essentiellement sur un usage très courant. Vous pouvez faire du dev, de la bureautique, de l'internet. Voilà. Après, j'ai jamais testé l'Execute avec en mode développeur, c'est-à-dire développer réellement avec cet environnement. Il faudrait que je teste un jour pour voir si tous les outils sont bien intégrés, si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de problématique particulière. Mais voilà, c'est un bureau qui est plutôt agréable à utiliser, light, et donc sur des machines anciennes, ça tourne bien, et sur des machines plus récentes, bah, ça tourne du feu de Dieu. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, vous, de votre côté, l'Execute. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez un petit retour d'expérience. Voilà. Alors, ok, je remonte un petit peu dans les commentaires. Salut Alexandre, Alexandre Touré, bienvenue sur mon live. Donc, pour répondre à The Bidouilleur, c'est une distro, hein. C'est une distribution complète, donc avec un bureau qui est spécifique. Manon, tu dis au final sur certaines architectures, c'est dommage qu'on abandonne leur support du fait qu'on les condamne à l'obsolescence définitive. Après, aux entreprises qui créent les architectures processeurs d'en assurer la maintenance ou de payer pour la faire faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors peut-être que tu rebondis par rapport au sujet de l'Itanium. Bah, évidemment, c'est un vrai sujet et dans les distributions et au niveau des différents noyaux, alors que ce soit FreeBSD, NetBSD, enfin les BSD de façon générale, et le noyau Linux aussi en particulier, maintenir, ouais, et c'est ça, tu rebondissais par rapport à Itanium, maintenir une architecture sur le long terme, c'est compliqué parce que ça demande et une très bonne connaissance de l'architecture, donc d'avoir des gens qui vont développer entre guillemets pour le noyau pour cette architecture, mais ça demande aussi le support dans les compilateurs, et notamment là je pense à GCC ou à LLVM, où au bout d'un moment il n'y a plus suffisamment de gens qui sont experts sur ce type d'architecture pour pouvoir les maintenir, et je vois mal Intel payer un développeur ou une développeuse à temps plein pour maintenir de l'architecture de l'Itanium 2 pendant des années, alors qu'au final, ils n'ont plus de clients, les CPU ne se vendent plus. Le seul utilisateur de l'Itanium qui restait de mémoire, c'était HP, qui a tout remisé ça au débarras. Donc après, effectivement, c'est les machines qui restent, les machines qui sont toujours fonctionnelles et qui restent sur le marché, qui restent utilisables. Bah oui, en fait, ça nous condamne à rester sur des vieux noyaux. Et donc, et pour maintenir ces vieux noyaux, il y a quelques projets qui permettent de maintenir des parties de noyaux, notamment aussi par exemple sur l'i386. Je rappelle que l'i386 est sorti officiellement du noyau en 32 bits il y a un petit moment de ça, peut-être 10 ans de ça. Je ne sais plus exactement, mais il y a d'autres architectures très anciennes qui ont été enlevées parce qu'il n'y a plus d'utilisateurs réellement, il n'y a plus de distribution, et souvent c'est aussi couplé à certaines distributions qui les gardent très longtemps, comme Debian, Debian qui supporte plein d'architectures, le Power, l'architecture S390, le X86, le Motorola, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile, et quand on a par exemple des vieilles stations type les Alpha Station ou les stations IRIX, Silicon Graphics, c'est vrai que ça condamne ces architectures à rester soit sous les OS historiques de ces machines, soit d'avoir un noyau Linux un peu ancien, et donc c'est un vrai travail de fond qui est un peu compliqué de maintenir une architecture, parce que ce n'est pas que le noyau, c'est aussi toute la chaîne de compilation. Donc ça inclut le compilateur, donc le back-end du compilateur ou des compilateurs, ça inclut tous les outils qui vont autour.
c'est-à-dire les linkers, les assembleurs, etc. Donc c'est tout un écosystème qui est à maintenir et avec des compétences qui sont ultra pointues et qui disparaissent avec le temps, évidemment. Et on pourrait même réagir là-dessus. C'est tout d'un coup, les banques se sont rendues compte qu'ils n'avaient plus de développeurs COBOL, qui sont allés rechercher des gens qui étaient en retraite ou proches de la retraite pour faire des développements COBOL. C'est un petit peu le même sujet. Ouais, Sumac, tu fais bien de le montrer, c'est pareil. Le passage au 64 bits only, l'abandon de l'architecture PowerPC, l'abandon de l'architecture Intel, etc. Bah, tout ça, ce sont des sujets, bah, ça condamne à une obsolescence programmée de ces plateformes. Voilà, voilà. Mais bon. Et donc, hey, Ninja Scrally, hey Aurélie, comment ça va? Je me suis demandé pourquoi tu faisais ton live à 5h. Ah bah oui, sachant qu'Aurélie, donc elle est à l'autre bout du monde, elle est aux États-Unis en ce moment. Donc coucou Aurélie, aux États-Unis. Oui, oui, bah désolé si je t'ai réveillé avec ma notification à 5h du matin. Bah écoute, j'espère que tu passes du bon temps aux États-Unis. Je crois que tu es à Chicago, me semble-t-il. J'ai vu ça, j'ai vu passer ça. Il me semble que tu es à Chicago. Voilà. Et donc je remonte un petit peu aussi les commentaires. Donc, exécuté, oui, anciennement XDE. Très bien. Il y a XFCE. Alors, comme bureau light, oui, XFCE, pardon. XFCE, qui est un excellent bureau qui existe depuis plus de 20 ans, qui était une refonte en GTK de l'environnement CDE, pour celles et ceux qui ont connu CDE, qui est écrit en motif. Enfin, voilà. Donc, bon, là, j'ai digressé. Attends, vous avez réussi à me faire drifter, dis donc. Ça, c'est fort. Ça, c'est la faute de Manon. Tu es forte, Manon, tu es forte. Elle t'a réussi à me faire drifter. Donc, on va continuer un petit peu sur les news. Je vous avais déjà parlé aussi d'OpenMoonray. OpenMoonray, qui est un moteur de rendu d'images de synthèse qui a été réalisé en open source par DreamWorks. Donc DreamWorks, c'est leur moteur maison, leur moteur de rendu maison, qui a été réalisé il y a, je ne sais plus, peut-être 1 an et demi ou 2 ans. J'en avais parlé sur Twitter à l'époque. Et donc, ils continuent à le maintenir et à produire des releases assez régulièrement. Et donc, voilà. Donc, ils viennent de réaliser la version 1.4. Je tenais à le noter pour celles et ceux qui font un petit peu d'image de synthèse ou que le sujet intéresse. Leur moteur est plutôt pas mal. C'est écrit en C++. Et ils ont intégré dans ce moteur pas mal de choses qui touchent au GPU. Parce que dans beaucoup d'entreprises qui sont dans l'industrie cinématographique, l'avènement du GPU en tant que moteur silicium de calcul généraliste pour faire des calculs haute performance, ça a quand même pas mal démocratisé les choses. On le voit même aussi pour l'intelligence artificielle pour le coup. Et donc ils ont ajouté pas mal de choses qui touchent au GPU, à l'exploitation du GPU, notamment retirer du bruit. Là on le voit sur l'Open Up. Le denoising des images avec du calcul sur GPU. J'utilise aussi pas mal le GPU pour accélérer un certain nombre de calculs matriciels, de lancer de rayons, de faire du Monte Carlo. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil à ça, n'hésitez pas. C'est un très très bon moteur. Pour autant, je ne sais pas s'il est utilisé aussi dans d'autres entreprises autres que DreamWorks, mais j'ai jamais trop creusé la question. Mais bon, voilà. Sur la partie des news, j'ai à peu près terminé ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous parler, je vais faire un peu le ménage dans mes onglets, hop, je voulais vous parler d'un outil, parce que j'étais confronté à ça il y a quelques jours, à quelqu'un, je disais, bah tiens, il y a tel batch qui tourne dans une cron tab, c'est à tel endroit, tu fais cron tab-e, papati, patata, et puis la personne, elle m'a regardé avec des gros yeux, un peu comme de ronds de flanc, en me disant, mais une cron tab, je ne sais pas exploiter, je ne sais pas utiliser. Donc bon, je lui ai pas fait le coup de RTFM, Read the Fucking Manual, mais je lui ai montré un petit peu comment ça marchait. Et puis, je lui ai dit, bah, il existe des feuilles de triche interactives dans les internets, comme on dit, qui permettent de simplifier les choses, et notamment Crontab Guru, que vous connaissez très probablement, mais j'en reparle ici pour celles et ceux qui ne connaissent pas
et qui rechignent à écrire de la crontab à la main. Donc Crontab Guru, c'est un outil qui est super parce que ça vous permet d'avoir déjà de comprendre comment fonctionne une crontab, d'avoir des exemples et de pouvoir rentrer vous-même votre description dans votre crontab. Donc là, vous avez un bouton random qui va vous sortir différentes expressions, différentes configurations de crontab et vous dire exactement ce que ça va faire. Par exemple, 5, 0, étoile, 8 étoiles, ça veut dire au mois d'août, chaque fois à minuit 5, on déclenche une tâche. Sinon, on peut dire le premier jour du mois à 14h15, on déclenche une tâche. Donc c'est 15, 14, 1, étoile, étoile. Voilà. Et donc si jamais vous avez une tâche à écrire, bah, vous pouvez utiliser Crontab Guru. Donc là, je vais mettre... Voilà. Par exemple, si on met que des étoiles, il va nous déclencher une tâche à toutes les minutes. Donc ça va vous permettre de pouvoir rentrer votre expression crontab et de pouvoir voir un petit peu ce que ça va faire. Donc on va dire par exemple étoile slash 15. Toutes les 15 minutes, il va nous exécuter notre tâche. Donc ça va permettre aux gens qui sont peut-être pas très aguerris à la crontab de pouvoir valider leur configuration, leur expression, et ensuite de faire le crontab-e dans le terminal ou d'ajouter le fichier dans slash etc cron.d quelque chose, et qui permettra donc de pouvoir être sûr qu'on n'a pas écrit de conneries et que ça fonctionne correctement. Donc voilà, Crontab Guru, c'est plutôt pas mal. C'est un outil, je pense, qui peut, là vous voyez, une expression un petit peu plus complexe, là, at minute 23 past every second hour from 0 through 20, donc 23 0-20 slash 2 étoile, étoile, étoile. Donc ça, c'est pas le genre de truc que quelqu'un forcément on va écrire naturellement. Donc il a peut-être en tête à quelle fréquence il veut déclencher sa tâche, mais l'écrire sous forme crontab, c'est pas forcément évident. Et donc là, ça permet de le faire. On pourrait juste regretter de se dire, ce qui serait super top, mais ça peut-être que ChatGPT sait le faire, de taper carrément l'expression en anglais ou en français et qu'il nous sorte l'expression crontab. Moi, je suis sûr que ChatGPT sait très bien le faire, ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil qui est très très utile, notamment pour les personnes qui sont un peu débutantes sur le sujet. Voilà. Donc, à vue, tiens, ouais, tu as eu la même idée. Je vais faire un chatbot qui convertit une phrase en crontab. C'est exactement ça. Mais voilà, c'est un outil qui est très utile quand on est un peu débutant ou débutante sur le sujet. Parce que c'est pas des choses qu'on utilise forcément tous les jours. Et souvent, quand on écrit très rarement des expressions, des tâches en crontab et qu'on vient à le faire, souvent la plupart des gens ils ont déjà oublié comment ça marche. Voilà. Dans le même ordre d'esprit, il y a un outil que je voudrais vous partager, alors que moi j'utilise pas, mais que je préconise aussi à certains débutants, notamment dans tout ce qui est shell. C'est Explain Shell. Hop, que je vous partage ici, explainshell.com, donc qui va vous permettre de prendre une expression que vous allez taper dans votre terminal et de vous expliquer ce qu'elle fait. Prenons la première expression, le 2 points, parenthèse, parenthèse, accolade, etc., que vous connaissez très probablement sous le doux nom de fork bomb, donc qui va vous permettre de faire planter votre machine. Donc si vous prenez cette expression, vous cliquez dessus, il va vous expliquer morceau par morceau ce que ça va faire. Et éventuellement en vous mettant l'extrait de la page de manuel qui convient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Prenons par exemple, j'avais préparé une expression, la voici, find.-type d-empty-exact touch, on va faire ça, /.gitkeep. Voilà. Donc là, par exemple, si je suis dans un sous-répertoire d'un dépôt Git, je peux dire trouve-moi tous les répertoires qui sont vides et crée-moi un fichier vide qui s'appelle gitkeep. Donc là, on peut l'analyser et donc il va nous dire find, hop, il va nous dire à quoi ça correspond. Ça permet de chercher des fichiers dans une hiérarchie de répertoire. Le point, ça correspond, hop, ça va nous correspondre donc au répertoire. Le tiret type D, il nous l'ajoute ici, c'est un répertoire. -empty, hop, il va nous dire que si le fichier est empty ou que c'est un répertoire, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
parce que ça va permettre à des personnes qui sont peut-être pas très à l'aise avec le scripting, le shell, de pouvoir prendre des expressions qui sont un peu complexes, comme celle-ci. Bon, elle n'est pas très complexe, celle-ci, mais qui sont pas forcément très naturelles pour les gens qui débutent, de pouvoir la découper et donc de savoir exactement à quoi ça correspond et comment c'est exécuté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme le dit Stéphane, il existe dans le même genre de sites et il y a des sites qui permettent aussi d'éclater, d'expliquer comment fonctionnent les regexp. Alors moi, je réfléchis directement en regex. Je maîtrise complètement les regex, donc pour moi, parce que vous le savez, j'utilise Vim depuis longtemps et puis je suis un aficionado du terminal. Mais pour moi, la regex, c'est naturel. Mais je comprends très bien que même pour des regex assez complexes, il y a des gens, ils ont besoin d'un outil. Et par exemple, comme le dit Sylvain dans le chat, regex 01 est un site de référence qui permet de constituer ou d'analyser ces regex. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va aller chercher, tiens, un regex 01. Comme ça, on va le repartager. Hop. Alors là, je suis sur regex101.com. Voilà, regex101.com que je vous mets à l'écran. Voilà, donc c'est de la même manière, vous pouvez rentrer votre expression rationnelle. D'ailleurs, on dit expression régulière en français, c'est un faux habit, on devrait dire expression rationnelle. C'est ce que dit la littérature. Mais bon, en tout cas, on peut rentrer sa regex et donc il va pouvoir nous en faire l'analyse directement. Et si vous avez des regex à construire, ce sont des outils qui sont super utiles pour pouvoir le faire. On va manquer un petit peu de temps pour pouvoir le faire parce que je voudrais pas trop déborder sur le live de Thierry. Mais bon, ouais, c'est ça, c'est regex 101 et pas regex 0, c'est regex 101. Mais je mettrai le lien de toute façon dans la description du replay. Voilà. Donc, ce sont des outils, je vous les repartage. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous les connaissez déjà, mais pour celles et ceux qui viennent voir le live pour la première fois ou qui regarderont en replay, comme ça leur permettra d'avoir des outils qu'ils pourront utiliser tous les jours parce que voilà. Alors, Anne-Vue, tu dis regex ou regex? Alors, moi, je dis regex. C'est parce que c'est regular expression. C'est pour ça que je dis regex. Mais c'est comme le vieux débat qui est entre GIF et GIF. Git et Git, ça a toujours été, ça a toujours été des gros débats. Alors pour GIF, il faut savoir que le créateur du format GIF a lui-même dit que ça se disait GIF et pas GIF. Alors pourtant, c'est Graphic Interchange Format, donc on pourrait dire c'est GIF, mais lui il a dit que ça s'est toujours dit GIF. Voilà. Gouze, GIF sur Yvette. Bah oui, en plus c'est pas très loin de chez moi et c'est là où habite mon petit papa, GIF sur Yvette. Et c'est pas GIF sur Yvette. Ouais. Donc moi je dis, pour répondre à une vue, je dis regex. Voilà, regexp d'ailleurs. Regular expression. Souvent, effectivement, c'est raccourci en regex. Voilà pour ce petit sujet. J'ai trouvé aussi un article très intéressant que je vous partage là. Un petit article de blog que je vais vous partager, je le publierai sur Twitter et Blue Sky tout à l'heure, que j'ai lu ce matin, qui est relativement intéressant et passionnant. Donc c'est un article sur l'Intel 386, donc, bien connu sous le nom de 386, qui a été un CPU révolutionnaire, pas au sens technologique du terme, mais au sens plutôt au sens Intel du terme. C'est-à-dire que le 386, c'est quand même le premier processeur 32 bits fonctionnel qui a à peu près inondé le marché, que Intel a été en capacité de faire. Rappelons qu'à l'époque, Intel était parti sur des processeurs complètement what the fuck, notamment les IAPX, je ne sais plus trop bien, 490 ou IAPX 432, ouais c'est ça, IAPX 432, qui étaient des processeurs dits processeurs objets, designés pour des langages de haut niveau comme l'ADA, le COB, le C++ et tout ça. Enfin, C++ n'existait pas encore, mais en tout cas des langages objets.
Mais ça s'est révélé être une catastrophe avec un encodage d'instructions variables sur un nombre variable de bits, et même pas variable d'octets, variable de bits. Donc c'était la plaie à décoder les instructions, s'il était d'une lenteur épouvantable. C'était censé être une évolution technologique, mais il était finalement beaucoup plus lent que l'équivalent 80-86 de l'époque. Et donc Intel a enterré ce projet, ils ont récupéré une partie de la techno, et c'est ce qui leur a permis après de sortir le 386, qui a été le premier vrai processeur 32 bits d'Intel grand public, on va dire. Et donc cet article revient sur comment est né le 386 en passant par le 286, qui était un processeur bâtard mal né, mais bon, qui a aussi fait son trou à l'époque, qui a été un processeur de transition, on va dire, entre le vieux monde du 8-16 bits vers le monde du 32 bits. Donc l'article revient un petit peu sur tout ça. Donc j'ai trouvé l'article plutôt bien écrit. Il revient un petit peu sur le marché de l'époque, comment on en est arrivé à ce processeur, les différents modèles de mémoire, la mémoire segmentée, la mémoire paginée. Voilà. Donc c'est un article qui est pas ultra technique, hein. C'est assez facile, avec un petit peu de connaissance. C'est un article qui est assez facile à lire et plutôt plaisant à lire. Vous en faudra entre 20 et 30 minutes pour pouvoir le lire. Donc je vous partagerai ça. J'ai trouvé cet article plutôt pas mal. Et au-delà de l'article, c'est le blog est vraiment plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal d'articles sur beaucoup de choses. Il parle de Windows 3, de l'Apple M2, il parle aussi des... J'étais tombé tout à l'heure. Attends, c'était sur quoi? Où est-ce que je l'avais mis? Je sais plus, c'était sur Windows peut-être. Je me souviens plus. Il y a pas mal d'articles qui étaient, qui reviennent sur pas mal de CPU, de vieilles architectures, sur de l'émulation, sur des CPU, enfin tout ça. Donc, tout à l'heure, j'étais tombé sur un article, mais je me souviens plus du tout lequel. Ah, c'était un article qui parlait des DOS extenders, donc des extensions de mémoire à l'époque qui étaient utilisées dans les jeux pour pouvoir avoir accès à de la mémoire au-delà des 640K historiques ou du mégaoctet, et de pouvoir adresser de façon flat toute la mémoire jusqu'à 4 gigaoctets. Donc pour ceux qui ont vécu dans les années 90, les fameux DOS extenders, le DPMI, qui permet DOS Protected Memory Interface, qui permettait donc de pouvoir exploiter toute la mémoire de sa machine. Souvent, on n'avait que peut-être 128 mégas sur des machines entre le milieu et fin des années 90, mais on ne savait pas l'exploiter autrement qu'avec un DOS Extender. Et donc, ça doit être dans la temps... Ah ouais, et puis il parle, c'est aussi sur la limite des 640K de MS-DOS. Il a un article sur le sujet que je vous suggère de lire aujourd'hui, où on a des smartphones donc, qui tiennent dans la poche avec 8 ou 10 gigas de mémoire vive. Quand on se replonge là-dedans, on voit l'évolution qu'il y a eu en 30 ans, même en 40 ans, c'est fou. Donc je vous partagerai donc, l'article sur l'Elite 386, mais aussi le lien vers le blog, parce que c'est une très très bonne source d'information. J'étais déjà tombé dessus et je suis retombé dessus ce matin. Je me suis dit, tiens, c'était pas mal. Donc, alors, Anne-Vue, tu dis avec le compilateur Wacom. Bah oui, le Wacom C++, qui était livré avec son DOS 4GW, évidemment, qui permettait donc l'accès à toute la mémoire de sa machine, et qu'on ne pouvait pas faire par défaut avec le DOS, puisqu'il existait les extensions EMS, XMS, mais qui étaient pareil très mal nées et qui étaient une plaie à utiliser et à programmer. Celles et ceux qui, comme moi, ont touché à ça, savent de quoi je parle. Voilà. Pour le sujet, j'avais un sujet un petit peu... Ouais, que je ne vais pas aborder aujourd'hui. C'était le sujet, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Twitter, je dis que je ne vais pas l'aborder, mais je l'aborde quand même, où je retweetais cet article où ça parlait de la notion de monorepo, c'est-à-dire donc stocker finalement tous ces projets dans un seul et unique repository dans son entreprise. Donc, et qui prenait cet article, qui prenait le cas de Google, comment Google store des milliards de lignes de code dans un seul et même dépôt. Donc ça a donné lieu
à des échanges qui, ma foi, étaient tout sauf constructifs, et chacun y allant avec sa petite anecdote ou sa certitude absolue sur ce qui est bien à faire ou ce qui n'est pas bien à faire. Moi, je suis plutôt mesuré là-dessus, en me disant que bah, si même Google, Meta, Uber et Airbnb aussi, qui utilisent beaucoup le monorepo, me semble-t-il, il y a Doctolib aussi qui utilise un monorepo, si je ne m'abuse, si je dis une connerie, vous me corrigerez. Voilà, c'est que ça a des avantages. Et monorepo, je voudrais juste rappeler ça, ne signifie pas qu'on a un logiciel qui est, comment je dirais, un gros monolithe, forcément, et quelque chose qui est très fortement couplé. Il faut comprendre que monorepo, c'est juste une façon de stocker son arborescence de sources au pluriel, et que chaque projet stocké dans ce repo peut être totalement indépendant. Par contre, l'avantage du monorepo, c'est que ça simplifie nettement la gestion des dépendances, parce que évidemment, on va pouvoir tirer en une seule fois tout un dépôt, donc avoir toutes les dépendances. Ça améliore évidemment l'atomicité des commits. Quand vous faites un commit et un commit qui agit sur plusieurs logiciels en même temps ou plusieurs bibliothèques, bah, votre commit il est atomique, il va s'appliquer en une seule fois sur votre dépôt. Par contre, un des inconvénients du monorepo, c'est que bah, si votre dépôt est très gros, bah, vous allez tirer des mégaoctets, voire des gigaoctets. Dans le cas de Google, ça pourrait être des téraoctets, puisque leur dépôt fait plusieurs téraoctets. Donc ça, c'est un inconvénient avec lequel il faut dealer, mais avec lequel ces boîtes-là dealent avec de l'outillage qui est développé spécifiquement pour cet usage et en conséquence. Donc évidemment, avoir un monorepo, ça ne veut pas dire je prends juste GitHub et je stocke l'intégralité de mes codes sources de toute mon entreprise qui représente plusieurs millions ou centaines de millions de lignes de code dans un seul dépôt. Ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas le tooling adapté, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que le monorepo apporte aussi certaines caractéristiques qui sont intéressantes, je pense. Je reviens sur l'atomicité des commits et la gestion des dépendances, parce que vous avez tout au même endroit. Et il y a plusieurs années de ça, ça se compte même un peu, c'est en plus de 10 ans de ça, même 15 ans. Je travaillais dans une boîte où on avait un monorepo pour tout. Ça représentait entre 20 et 30 millions de lignes de code en tout. Et ça n'avait jamais été un problème, parce qu'on avait développé, alors à l'époque, Git émergeait à peine, hein, donc on utilisait un autre gestionnaire de sources qui dealait très bien avec les très gros repos, et c'était Surround SCM, et on avait développé tout un tooling derrière pour faire notre intégration à l'époque, ce qu'on appelle, on ne savait pas que ça s'appelait réellement comme ça, mais c'est de l'intégration continue, des déploiements en continu, mais avec du tooling qu'on avait développé spécifiquement pour dealer avec ce type de monorepo, et ça marchait très bien. Mais il faut que ça réponde à des enjeux, évidemment, des enjeux d'entreprise. Non, c'était pas Subversion, maintenant, c'était Surround SCM. Et donc, et en fait, cette problématique, c'est pas forcément opposer monorepo à multirepo, c'est que je pense que ce qui est important de voir, c'est quels sont les enjeux de l'entreprise et comment on veut un petit peu splitter et gérer ses dépendances, gérer ses différents projets et sous-projets. Je pense que si Google ou Uber et tout ça, ils ont choisi cette approche, ils ont de très bonnes raisons de l'avoir fait. Et en plus, derrière, ils ont la force de frappe nécessaire pour développer du tooling adapté, pour éviter de tirer 30 téraoctets de dépôt à chaque fois. Mais c'est pareil, voilà, monorepo apporte aussi un certain nombre d'avantages. Et quand vous travaillez sur des petits projets, alors je prends par exemple le cas de mon émulateur d'Amstrad CPC, qui est un tout petit projet, hein, c'est un tout petit projet. Bah, dedans, en fait, quand vous regardez l'organisation du code source, finalement, il y a plusieurs bibliothèques qui sont indépendantes, qui sont compilables presque indépendamment les unes des autres, mais tout est livré. C'est un tout en un, clé en main. C'est-à-dire que si je veux builder mon émulateur, je n'ai pas besoin d'aller tirer 5 ou 6 dépôts différents avec des composants logiciels différents. En fait, tout est livré dans mon émulateur. Donc, je clone qu'un seul dépôt. J'ai un seul configure, mec installe, et ça marche très bien comme ça. Donc, ça, c'est un cas particulier du monorepo, mais il y a d'autres projets. Si je prends par exemple, prenez le code source de Chromium ou de Firefox, bah, c'est un projet monorepo, hein, et dedans vous avez plein de bibliothèques qui ne sont pas du tout des bibliothèques développées par Chrome ou Firefox. Prenons SQLite ou plein d'autres bibliothèques qui sont livrées avec, qui sont juste forkées dans ce monorepo, et quand vous tirez Chromium ou que le code source de Chromium ou de Firefox, bah, globalement vous avez déjà tout sous la main. Voilà. Donc j'avais dit que j'aborderais pas le sujet, je l'ai quand même abordé. Heureusement, parce que Thierry me dit « Heureusement que tu n'abordes pas le sujet », j'étais inquiet. Ben, du coup, j'ai réussi à m'auto-drifter. C'est quand même fort.
Bon, bref, tout ça pour dire que on va aller débrancher chez l'ami Thierry. Très content que vous ayez toutes et tous été là. Je suis super ravi. En plus, je vois qu'il commence à faire beau dehors. Il y a plein de soleil qui arrive. Je vais pouvoir aller me promener tout à l'heure. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vais vous dire à la semaine prochaine. On se fera un petit live tranquillou. Je réfléchis toujours à faire mes lives sur le C++, hein, ça mature. Soyez patient. Ça viendra, ça viendra. En tout cas, on va les débrancher chez l'ami Thierry. Je vais aller faire le raid des familles qui va bien. / raid Titimobi. Hop. Titimobi. Voilà. Alors, le raid va bientôt partir. Donc, moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi, une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve tout de suite chez l'ami Thierry. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye, bye.